Tiers-monde, 12 millions d'enfants sont morts en 1979. Procès de la bande des 4, la veuve de Mao expulsée du prétoire. 14 centimes de plus par litre pour l'essence, le super et le gasoil. Rhône-Poulenc, un contrat exceptionnel avec l'Union soviétique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, une indignation d'abord. Nous avons été à Antenne 2 choqués par ce chiffre révélé aujourd'hui par le rapport annuel de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Écoutez bien, l'année dernière, cette année 79 que l'on avait baptisée un peu pompeusement Année internationale de l'enfant, eh bien 12 millions d'enfants sont morts dans le tiers-monde. 12 millions sur 122 millions à être nés la même année. Un enfant sur 10. Dans certains pays d'Afrique, la proportion atteint même le taux d'un enfant sur 2. Et c'est le cas, bien sûr, du Karamoja, cette province de l'Ouganda ravagée par la famine où nous étions il y a 6 mois. José, qu'est-ce que cet enfant a? Cet enfant est victime de la famine. Ce qui est caractéristique chez lui, c'est ce visage fripé, ce visage vieillot. Il s'est autophagé, il a consommé ses propres muscles pour se faire un petit peu, pour survivre, quoi. Et puis, pour vous, il ne survit pas. Oui, il ne survivra pas. Le pli, ballonné. C'est le marasme. Le marasme. Voilà, cet enfant a 2 ans. Il n'y a aucun moyen de le sauver. Non, plus maintenant. Évidemment, sa mère n'a pas de lait. Il suffit de voir sa mère n'a plus de lait, sa mère n'a... Et le lait en poudre ne peut pas le sauver. Non, le lait en poudre ne le sauvera plus dans ce cas-là. Il a 2 ans à peu près. Il a 2 ans, avec plus de tonicité. Voilà. Et c'est surtout ce qui est caractéristique, c'est le visage. Un visage vieillot. Oui, l'Ouganda qui a voté hier et avant-hier sans guère parler de la famine et qui se déchire déjà sur les résultats, un moment tenu secret. Il semble que ce soit le congrès du peuple ougandais, déjà pratiquement au pouvoir, qui l'ait emporté. Eh bien, malgré tout cela, malgré les conflits, la ruine des êtres, des millions d'enfants également ne sont pas morts mais handicapés à jamais, nous essaierons lundi soir de trouver des raisons d'espérer au monde que nous promet 81. Et Sœur Eliane, cette religieuse française que nous avions découverte en Ouganda précisément, sera dans notre magazine spécial l'une des plus lumineuses raisons d'espérer. Deuxième séquence choc ce soir, ce document qui nous est arrivé de Pékin. Il s'agit toujours du procès de la bande des 4, essentiellement celui de la veuve de Mao. Regardez bien ce qui va se passer sous vos yeux. Le tribunal, écoutez le témoignage bouleversant d'un écrivain qui avait passé 8 ans en prison pendant la révolution culturelle pour délit d'opinion. Pendant ces 8 ans, et c'est ce que raconte à la barre, on lui a fait subir toutes les humiliations possibles, l'interdiction de s'asseoir, de se tenir debout, penché, nettoyage à la main d'excréments, la salle triée sur le volet pleure, et tout d'un coup, n'y tenant plus, Madame Changqing explose. Écoutez ce dialogue. Et c'est l'expulsion, une expulsion manu militari qui était aussi pour le tribunal et disons-le pour le pouvoir, un moyen d'éviter que l'on parle trop précisément du rôle de Mao lui-même durant ces années-là. Troisième tête de chapitre de l'actualité ce soir, un sujet qui nous concerne tous et qui nous fait tous renacler, la hausse de l'essence et d'une manière générale des produits pétroliers. Elle n'est pas mince, 14 centimes de plus par litre pour l'essence, le super et le gazole. 13 centimes de plus pour le fioul domestique. J'ajoute à cela une augmentation des tarifs du gaz d'un peu moins de 8% pour les petits usagers domestiques. Regardez ce graphique qui est assez éloquent et qui nous montre la courbe de la hausse de l'essence depuis 1 an seulement. On est donc aujourd'hui à 3,65 francs par litre de super dans la région parisienne. Gérard Dalmaz a écouté les réactions. C'est vraiment scandaleux, ou pas parce que quand le pétrole augmente au départ
on nous fait subir l'augmentation. Maintenant, c'est le dollar. Je sais bien que c'est payé en dollars le pétrole, mais c'est vraiment inadmissible. Ben, c'est malheureux, mais malheureusement, on a toujours besoin de sa voiture et je me servirai toujours de la même manière. Est-ce que vous allez avoir à nouveau une baisse de régime de vente, tout au moins au départ? Au départ, oui. Au départ, oui, mais enfin, disons, dans 5-6 jours, c'est atténué. Hein. Tout le monde fait le plein de sa voiture pour gagner quelques centimes. Et après, bon, eh bien, la vie continue. Hein. Ma voiture m'est très utile et je me vois mal prendre les transports en commun. Déjà, je fais attention et je prends beaucoup plus souvent le métro et l'autobus. Au point de vue personnel, j'hésite à prendre la route le samedi. Vous circulez moins, je circule moins. Je m'aperçois du fait qu'on va vers l'essence à 5 francs le litre et il faudra laisser la voiture au garage. Et allez-vous faire durer votre voiture un peu plus longtemps? Ça, c'est certain. Je pense que d'une façon générale, on change moins souvent de voiture maintenant qu'il y a quelques années. Alors, comment allez-vous compenser cette montée de votre budget, en quelque sorte? Monsieur, je vais vous répondre que c'est une des causes de l'inflation, parce que je vais répercuter mon coût de production sur mes prix. Autrement dit, c'est le consommateur qui... C'est le consommateur qui payera. Et 3 francs 65, donc le litre de super à Paris, cela place la France en 4e position en Europe pour la cherté, derrière l'Italie, le Portugal et la Belgique. La Grande-Bretagne et l'Allemagne de l'Ouest fermant la marche avec des prix respectivement de 3 francs et de 2 francs 88. Tout cela, bien sûr, est une conséquence, on l'a dit, de la hausse du pétrole brut et surtout du dollar. André Giraud, ministre de l'Industrie, s'en explique. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement s'est décidé à accepter cette hausse, qu'il a d'ailleurs limitée au maximum et serrée au maximum, je tiens à le dire. Mais les Français savent bien que l'approvisionnement pétrolier international est tendu. Ils savent que nous avons perdu plus du 5e de notre approvisionnement avec la guerre irako-iranienne, et si nous avons pu reconstituer cet approvisionnement très vite, les nouveaux contrats sont évidemment un petit peu moins favorables que les précédents. D'autre part, le dollar s'est apprécié par rapport au franc comme par rapport aux autres monnaies européennes. Et les Français comprennent très bien qu'on ne peut pas assurer la sécurité d'approvisionnement du pays si on ne paie pas le pétrole son prix. Mais quand le dollar baisse, le prix du pétrole ne baisse pas pour autant en France. Si, chaque fois que les taxes que les prix sont fixés, un calcul est fait qui déduit de la hausse du pétrole l'amélioration du franc. Jusqu'ici, c'était une amélioration. Et il y a même eu des hausses qui ont été totalement évitées grâce à l'amélioration du franc par rapport au dollar. Il se trouve que depuis quelque temps, il y a une appréciation du dollar par rapport au franc et malheureusement, cela arrive en même temps qu'un certain ajustement du prix du pétrole. Le patron du ministre, Raymond Barre, n'y est pas allé, lui, par 4 chemins, comme d'habitude. Les Français, a-t-il dit, doivent payer les produits importés à leur prix. Et après avoir visité une usine de textile près de Bourgoin-Jallieu, il a eu cette réflexion qui ne sera peut-être pas goûtée par tous et que je vous laisse en tout cas apprécier. En un mot, là où les Français travaillent, il y a toujours possibilité de gagner. Et en visitant cette entreprise, il faut que je vous raconte une petite histoire. Une chose m'est venue à l'esprit. Que pourrais-je, de façon imagée, dire en sortant d'une telle visite ? Et je me reportais par la pensée à un dessin publié il y a quelques jours par Faisan. Marianne était sur une moto. En face d'elle se trouvait un Japonais. C'était le jour où je recevais les représentants japonais à la bilatérale franco-japonaise à Paris. Et Marianne disait, il y a ma moto qui a des ratés. Et la réponse était, il n'y a qu'à parler, il n'y a qu'à bosser. Eh bien, je souhaiterais que tous les Français réfléchissent à la signification de ce dessin. Je ne le dirai pas à ceux qui travaillent dans l'entreprise Porcher, parce qu'ici, passez-moi l'expression, on ne râle pas, mais on bosse. Raymond Barre qui venait de voir sa cote chuter dans le baromètre de François, 27% de satisfaits, 59% de mécontents. Baisse également pour le chef de l'État, 40% de satisfaits, 46% de mécontents.
Mais pour en revenir à ce problème plus général de l'énergie qui, c'est vrai, coûte chaque jour un peu plus cher, essayons d'imaginer les parades. Alors il y a celle d'une entreprise de transport très importante en France qui fait déjà rouler des camions au gazogène. 3 prototypes en ce moment, mais cela ne restera pas du tout du domaine de l'expérience. L'entreprise voit pour les années à venir plusieurs milliers de ces camions rouler ainsi. Enquête de Patrick Esther. Ce sac de 15 kg de bois ne sera pas brûlé dans la cheminée d'une maison. Il va permettre à ce camion de 35 tonnes de parcourir 15 km. Lorsque l'on sait que les 9000 camions de cette société de transport parcourent 450 millions de kilomètres chaque année, on mesure mieux l'étendue du pari. On met le bois haché dans cette trémie. Le bois est ensuite brûlé dans ce générateur. De cette combustion résulte un gaz. Ce gaz est filtré dans un filtre cyclone pour éliminer les goudrons, puis ensuite introduit dans les cylindres. Le moteur n'a pas été modifié. Le moteur en aucune façon n'a été modifié. Et les performances? Les performances sont identiques. Nous n'avons enregistré aucune perte de puissance. Un camion traditionnel consomme 40 litres au 100 km. Celui-ci, sur la même distance, ne consomme que 8 litres de gasoil et 100 kg de bois. L'installation représente 4% du prix du camion. Elle est donc rentabilisée en quelques mois seulement. Donc c'est très très facile. D'ici, ça ne change pas grand-chose sur le plan conduite. Mais ce système ne va-t-il pas poser des problèmes d'approvisionnement? Certainement, et c'est à la suite de, je peux dire, de l'aide considérable que nous avons eue depuis le démarrage de nos travaux, de nos expérimentations, de la direction de la biomasse du ministère de l'Agriculture, que nous avons pu acquérir la conviction et les preuves que le ravitaillement en bois de taillis, je précise bien de taillis, pour le gazogène à bois pouvait être assuré pour toute la flotte de poids lourds français. Ce parc, c'est 120 000 camions, c'est aussi 10% de toute notre consommation de pétrole. On a aussi beaucoup parlé de gaz lors de la session annuelle de la grande commission mixte franco-soviétique qui vient de s'achever. On en retiendra la signature d'un très gros contrat entre Rhône-Poulenc et Moscou, un contrat de 33 milliards de francs. Jamais jusqu'alors l'URSS n'avait conclu un accord d'un pareil montant avec un groupe industriel occidental. Alors avant que nous interrogions le président de Rhône-Poulenc, le bilan de cette réunion de la grande commission et d'une manière générale des relations franco-soviétiques. Pierre-Marie Thiaville. Près de 20 milliards de francs cette année, les échanges franco-soviétiques ont spectaculairement augmenté. Malheureusement, ce progrès s'est réalisé surtout à l'avantage de la balance extérieure soviétique et au détriment de la nôtre, puisque nos ventes en Union soviétique n'ont augmenté que du quart, alors que les leurs chez nous ont doublé. Pourquoi ce déséquilibre? 2 mots essentiels, gaz et pétrole. Lorsqu'on parle de pétrole, on cite sans cesse les pays arabes et on oublie parfois que l'Union soviétique est et demeure le premier producteur pétrolier du monde. Les énormes gisements du Caucase, du Kazakhstan et surtout de Sibérie que l'on voit ici lui donnent une sécurité énergétique sans comparaison dans le monde, même aux États-Unis. La découverte récente d'un gisement encore plus gigantesque en Sibérie occidentale, même si elle est contestée, est une surprise toujours possible dans les immenses espaces sibériens. Tout cela donne un poids formidable à l'Union soviétique sur le marché de l'énergie. D'abord, ces exportations lui permettent de maintenir dans une dépendance énergétique totale les pays frères d'Europe de l'Est, ce qui n'est pas sans importance politique et même militaire. Ensuite, l'Union soviétique vend de plus en plus d'énergie à l'Occident, surtout sous forme de gaz naturel. Alors que l'on parle de détente ou au contraire de guerre froide, il ne faut jamais oublier la réalité, en l'occurrence un énorme gazoduc souterrain qui se moque du rideau de fer et vient à travers toute la Pologne et les 2 Allemagnes, jusque dans la région parisienne, débiter 4 milliards de mètres cubes par an, 15% de notre consommation. On parle d'en construire un autre, encore plus gros, qui dans 10 ans ferait des soviétiques le premier fournisseur de gaz de l'Europe occidentale à hauteur de 50%. Face à une telle dépendance énergétique, les réticences politiques sont nombreuses, mais le projet avance. Aujourd'hui même, la grande commission franco-soviétique réunie à Paris a évoqué le financement de ce projet avec l'aide des banques françaises pour un crédit de 15 milliards de francs. En attendant, et dès l'an prochain, les quantités de gaz et de pétrole soviétique achetées par la France vont augmenter considérablement. Il est vrai qu'en sens inverse, nos ventes sont en progression. Un exemple, toujours dans le cadre de la concertation qui a eu lieu aujourd'hui, Rhône-Poulenc vient de signer avec les Russes un contrat sur 10 ans de 24 milliards de francs dans la chimie, 4 fois plus que tous les contrats précédents. Nos ventes dans l'agroalimentaire et notamment les céréales sont aussi en très forte croissance, multipliées par 5 en un an. Mais tout cela n'est pourtant pas suffisant pour compenser les achats d'énergie.
le déséquilibre de notre balance extérieure avec l'Est risque de grandir beaucoup. Et si chacun s'accorde à reconnaître qu'une interdépendance équilibrée est un facteur de détente, beaucoup craignent qu'elle se transforme un jour en dépendance dangereuse. Donc maintenant, le président de Rhône Poulenc, qui est le numéro 1 de l'industrie chimique française, que nous allons entendre répondre aux questions de Jean-Claude Renaud sur la signature de ce contrat décennal avec les soviétiques. Contrat fragile, bien sûr, en raison du contexte politique. Tout le monde pense à la Pologne, mais avantageux pour l'entreprise Rhône Poulenc. Je dois dire très honnêtement que les produits qui intéressent l'Union soviétique ne sont pas ceux de nos secteurs qui sont aujourd'hui le plus en difficulté. Le textile intervient pour une petite part dans nos exportations vers l'Union soviétique, mais ce sont les produits les plus évolués, ceux qui concernent notamment des utilisations dans l'agriculture, dans l'élevage, qui nous sont demandés par l'Union soviétique. Et ce sont plutôt les produits des secteurs en développement de Rhône Poulenc. Ça signifie que les créations d'emplois dans le secteur chimie vont un peu compenser les suppressions dans le secteur textile. Elles vont les compenser en partie, mais le solde restera négatif, pour les quelques années qui viennent en tout cas. Bien alors, est-ce que ce contrat n'est pas un peu dangereux pour vous? Vous connaissez le contexte international actuel. Si demain les chars soviétiques pénètrent en Pologne, vous serez parmi les premiers à qui on va demander de participer aux représailles économiques. Qu'adviendra-t-il alors de votre contrat? Nous avons pour habitude de traiter des problèmes économiques comme le font d'ailleurs la plupart des grandes entreprises mondiales et la plupart des États, sans nous soucier des nuages sur le plan politique. Certes, nous avons le devoir, en tant qu'entreprise responsable, de mesurer nos risques. Je dirais que jusqu'à présent, nous avons fortement développé nos ventes vers l'Union soviétique. Elles ne représentent encore à ce jour que 1,5% du chiffre d'affaires total de Rhône Poulenc. Nous visons à les quadrupler dans les 5 ans qui viennent. Compte tenu de l'évolution de notre chiffre d'affaires, nous serons probablement à 3 ou à 3,5% en 1985. Ce n'est pas encore un risque colossal. Pologne, nous en parlions à propos des nuages. L'Église polonaise a apporté aujourd'hui son soutien aux autorités communistes et condamné l'action des irresponsables. Les membres du syndicat Solidarité eux-mêmes ont expulsé 2 des leurs, coupables de délits de droit commun, c'est la première fois. Enfin, à retenir l'expulsion d'un journaliste américain, correspondant de l'agence Associated Press à Varsovie. Washington regarde toujours cela de très près, mais Ronald Reagan n'a pas nommé hier, comme prévu, son futur secrétaire d'État. Visiblement, la désignation du général Haig se heurte à de vives oppositions. Il a quand même choisi les hommes que vous allez découvrir. Ici, Caspar Weinberger, secrétaire à la Défense. Ensuite, son homonyme, mais cela ne s'écrit pas de la même façon, vous le voyez, Donald Reagan, au Trésor. Ensuite, William French Smith à la Justice, c'est un poste qu'avait occupé Bob Kennedy. Et enfin, William Casey à la tête de la CIA, poste clé bien sûr aux États-Unis. Bill Casey fut le directeur de la campagne de Ronald Reagan. En Italie, le curé de Balvano, ce petit village dont l'église s'était effondrée ensevelissant une centaine de paroissiens, ce curé que vous aviez découvert dans notre journal spécial le lendemain du séisme, eh bien, a été chassé par les habitants de Balvano. Il lui reprochait d'avoir, il y a 5 ans, détourné des fonds destinés à la réfection de l'édifice. Quant au maire d'un autre petit village sinistré, il a lui tout simplement été assassiné par une organisation terroriste. On lui reprochait aussi d'avoir détourné des fonds. Et ce ne sont pas les seuls scandales que l'on dénonce aujourd'hui en Italie. Les égoïsmes remontent le bout de l'oreille. Gérard Rinet. Nous sommes pour l'aide aux réfugiés, bien sûr, mais nous sommes contre la réquisition. Nous sommes propriétaires d'appartements dans ce village et nous devons avoir le droit de disposer comme nous voulons de notre bien. Un peu partout sur la côte adriatique, les propriétaires, des petits commerçants et des employés sont en rébellion. Ici, le village d'Hippocampo a été réquisitionné entièrement par les autorités. 650 mini-appartements, 152 bungalows et 50 villas doivent recevoir les réfugiés de la région de Lioni et de Sant'Angelo di Lombardi. Les autorités ont donné 3 jours aux propriétaires pour donner leurs clés. Pour les récalcitrants, on change les serrures. Le climat se fait chaque jour plus pesant. Partout, la même explication, la hantise de se faire dépouiller. Ma villa, c'est le fruit d'une vie entière d'économie. Je n'ai même pas fini de la payer. Et vous voulez que je l'abandonne aux sinistrés? Une fois installés, ils ne partiront plus de mon appartement. Beaucoup occupent alors en permanence leur résidence pour parer à toute éventualité.
D'autres déménagent l'essentiel de leur mobilier, mais depuis quelques jours, la police interdit tout déménagement. Les 110 ouvriers qui travaillaient à l'extension du village ont été licenciés. 110 chômeurs de plus dans cette région déjà durement touchée. Cette histoire de tremblement de terre n'a pas aidé le monde de l'Irpine, il a dommagé à nous ici, c'est tout. La solidarité avec les plus démunis, on y pense, tout le monde nous l'a affirmé. Mais on nous a dit aussi que va devenir la saison touristique avec tous ces réfugiés. Le village a été réquisitionné pour 6 mois et les propriétaires doivent être indemnisés. Mais les autorités risquent de créer ici, comme dans la région de Naples, une situation explosive, alors que les réfugiés ne veulent toujours pas quitter les ruines de leur village. Les réfugiés qui ne sont pas arrivés dans ce village, il convient de le dire. Mauritanie, bientôt un gouvernement de civil, bientôt un référendum sur une nouvelle constitution. C'est en tout cas ce que vient de promettre l'équipe militaire au pouvoir. Politique, Michel Debré, pour la première fois, a évoqué la possibilité d'une alliance avec Jacques Chaban-Delmas. Chaban à Matignon, a-t-il dit sur TF1, pourquoi pas si je gagne? 200 manifestants de la CGT aujourd'hui devant le ministère de la Justice pour fêter à leur manière le premier anniversaire des prud'hommes rénovés, 10 fois plus de conseillers qu'auparavant. Alors comment fonctionnent aujourd'hui ces prud'hommes nouvelle manière? La réponse de Jacques Manidan. J'ai été licencié parce que le patron a mis les bouts du chantier, il laissait tout le monde tomber. Et voilà, on était à une trentaine d'ouvriers. On a porté plainte et bien sûr ça a traîné puisqu'il ne se présentait pas au prud'homme, jamais à aucune audience. Et voilà, alors il est parti, on est resté là, on ne savait pas quoi faire, on a voir l'inspecteur du travail, bon, on a stoppé comme ça. Le mec il est parti, mais il a acheté alors un drugstore et un prêt à porter. Combien de temps pour que le jugement soit prononcé? Oh, ben, au moins 2 ans toujours. Le jugement s'est passé en février 1980, les patrons fait appel. Alors pour mes dossiers qui passent, il faut attendre, il y en a 1500 dossiers peut-être avant moi, il faut attendre un minimum. Alors jusqu'à là, je peux crever. Comme eux, ils sont aujourd'hui des milliers à attendre que les prud'hommes règlent leurs affaires. Des affaires qui sont par définition des litiges sur le droit du travail et pour l'essentiel les différends sur des conditions de licenciement. Plus de 1000 dossiers sont en instance à Lille, 500 à Dunkerque, 750 à Amiens, 300 à Saint-Brieuc. La liste complète serait longue, mais c'est à Paris que le problème est le plus grave, puisque près de 20 000 dossiers s'entassent ici, dans les armoires. C'est dû à quoi? Alors premièrement, nous considérons que nous avons un manque de personnel. Deuxièmement, nous avons un manque de locaux qui fait que les séances que nous devrions faire effectivement ne sont pas possibles du fait que nous manquons de greffiers et du fait que nous manquons de salles. Si on voulait effectivement supprimer les conseils de prud'hommes, on s'y prendrait pas mieux. Locaux et personnel, c'est le premier problème, mais plus complexe est celui de la formation des conseillers prud'homaux. Ils sont salariés et patrons dans la vie habituelle, ils doivent maintenant apprendre à rendre la justice. Les décrets d'application qui sont venus sont à côté de la plaque par rapport à l'esprit du législateur. Et la formation qui était donnée par les organisations syndicales, patronales et ouvrières, eh bien maintenant est dévolue au premier président de la Cour d'appel, qui doit prendre les moyens pour donner la formation aux conseillers prud'homaux. Mais finalement, à la Cour d'appel, ils sont pas chauds, parce qu'ils disent nous n'avons pas les moyens. On nous demande d'assurer la formation de conseillers, alors que déjà nous sommes submergés par nos propres affaires. À l'impatience des élus syndicaux qui voient dans ce retard une volonté délibérée de freiner le fonctionnement de cette justice du travail, les élus employeurs rétorquent que la période la plus difficile est déjà passée. Le retard, bien sûr, il a été accumulé pendant des années par les anciens conseils, donc il nous faut le rattraper. Pour le moment, on est à un rythme d'audience qui permet d'équilibrer les affaires qui rentrent. Bon, et l'année prochaine, on va commencer à rattraper le retard. La même sérénité se retrouve au ministère de la Justice, où l'on rappelle que la réforme des prud'hommes a institué l'une des plus grandes juridictions du monde et qu'il faut un peu de temps pour qu'elle se mette en place. Le ministère ajoute que 500 fonctionnaires nouveaux seront nommés en 1981 et que 200 millions de francs, 20 milliards de centimes, seront débloqués l'an prochain pour assurer le fonctionnement des prud'hommes. Manifestation originale d'une cinquantaine d'ouvriers de Manu France ce matin à Paris. Ils ont occupé le Sacré-Cœur. Et puis 2 manifestations d'étudiants cet après-midi pour protester contre les réformes universitaires. Nous vous en expliquions la cause hier. 2 manifestations différentes par le nombre et par le style. Ici, 1 millier d'étudiants communistes qui défilaient au cri de marché président. Et puis une autre manifestation avec près de 5000 personnes animées par l'UNEF, Indépendance et Démocratie.
qui manifestaient, eux, avec un seul mot d'ordre, non à la mort de l'université. Le verdict de la marche forcée de Nouméa, dont nous vous avions rendu compte il y a 2 mois environ, le tribunal permanent des forces armées de Rennes a condamné aujourd'hui un capitaine et un lieutenant à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis. Les 2 officiers du 2e RIMA d'Auvour, dans la Sarthe, avaient été inculpés en janvier dernier d'homicide involontaire à la suite de la mort de 3 soldats lors d'une marche très dure à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et puis la mort de l'actrice Lynn Chardonnay, 37 ans, un cancer du foie. À la télévision, elle avait joué dans Les gens de Mogador, dans la série des Claudines, et on l'avait vue au cinéma dans Mon oncle Benjamin et dans Mayerling. Et puis un incendie d'origine criminelle, la nuit dernière, au dépôt d'hydrocarbures de Villeneuve-le-Roi, près de Paris. 40 000 litres de fioul lourd ont brûlé. Un correspondant du Front de Libération Nationale de la Corse a revendiqué cet attentat, sans qu'il soit possible ce soir de le confirmer. Une future transat, une nouvelle, mais en avion cette fois. Une centaine de petits appareils prendront le départ au Bourget le 4 juin. Lors de l'ouverture du salon de l'aéronautique, il y a encore de la place, paraît-il, et Laurent Broumette sera pour nous de ce voyage. Autre sport, le ski, avec une nouvelle victoire pour l'exceptionnelle Marie-Thérèse Nadig, qui a remporté aujourd'hui la descente de Piancavallo. Elle devance une Norvégienne dont je vous laisse découvrir le nom dans vos journaux, parce qu'il n'est pas facile à prononcer, et une Suissesse comme elle, qui s'appelle Doris De Agostini. L'arrivée donc de Marie-Thérèse Nadig. Enfin, comme chaque soir, une page culturelle pour terminer avec le festival du film italien qui s'est ouvert il y a 3 jours à Nice et qui va se terminer dimanche. Le film italien, c'est une industrie apparemment prospère. Il faut savoir qu'il y a 300 millions de spectateurs, c'est-à-dire la clientèle réunie de l'Allemagne de l'Ouest, de la France et de la Grande-Bretagne. Mais c'est une industrie qui traverse quand même une crise. Depuis 3 jours, Jean-Jacques Dufour est à Nice. Nice Cinecittà se veut le miroir de la cuisine cinématographique italienne. Des films inédits, des réalisations de jeunes auteurs et 4 hommages. À Sofia Loren, à Alessandro Blasetti, à la ville de Rome et à Alberto Lattuada qui a ouvert cette manifestation avec La Cigale. Traité comme un roman photo, ce film raconte les déceptions d'une apprentie chanteuse qui finit prostituée. Qu'on nous applaudisse. Demain, tu tâcheras de mettre une robe plus convenable, hein, mais qu'est-ce que tu crois? Eh mais maman, toi tu es bien en décolleté. Alberto Lattuada, qui est venu à Nice en compagnie de sa nouvelle découverte, Clio Goldsmith, nous a déclaré « Mon film est une polémique indirecte contre la politique, la beauté contre les menaces de destruction. » La beauté, c'est une manière de se sauver, de présenter l'innocence face à cette méchanceté totale. Chaque fois qu'il y a eu des moments de détresse, des moments un peu noirs, les gens immédiatement, il y a eu toujours la réaction opposée. On a fait, c'est là où ont apparu les plus grands spectacles, les choses les plus magnifiques sont toujours apparues comme réaction à des moments durs. Cette angoisse face à une crise de société très aiguë en Italie, les jeunes réalisateurs l'expriment presque tous. La peur du fascisme est un thème commun à beaucoup de films présentés dans le cycle Un nouveau regard, qu'un jury de 5 membres est chargé de juger. C'est impressionnant notre jury, c'est vrai, de savoir que bon, dans un festival comme celui-ci, on va privilégier donc un film contre 6 autres. Alors, on essaie de faire ça très très bien. Et pour vous, quelles sont les qualités les plus importantes donc, dans un film? Oh ben, je crois que c'est comme quand on est spectateur, que ce soit bien, qu'on soit ému. Voilà, on analyse après pourquoi on aime, mais bon, qu'on aime, qu'on trouve ça bien, comme quand on va dans une salle et qu'on n'est pas du tout en qualité de juré, mais en qualité de spectateur et l'émotion. Pour les cinéphiles, ce qui n'est apparemment pas le cas de ce solitaire, les émotions avec des films comme La Couronne de fer de Blasetti ou Une journée particulière d'Hector Scola ne manquent pas. Ce qui nous manque, c'est la présence de Sofia Loren et un peu plus de soleil pour réchauffer une promenade des Anglais bien frileuse.
Alors parlons de la météo précisément. Aujourd'hui, les températures étaient dans leur ensemble plutôt fraîches pour la saison. 11 degrés quand même à Nice. Jean-Jacques Dufault exagère un petit peu. Demain, sur la moitié nord du pays, le ciel sera très nuageux ou couvert, avec des pluies intermittentes surtout localisées près de la Manche. Et dans le nord, les températures seront en hausse par rapport à aujourd'hui. Sur la moitié sud, vous le voyez, le temps sera ensoleillé l'après-midi. La dernière édition du journal vous sera présentée par Patricia Charnelet vers 22h45. Demain, antenne de midi avec Patrick Lecoq et demain soir, fin de 20h avec Léon Zitrone. À lundi. Bonsoir.